Bonjour, je suis le professeur Mohamed Zieni. Dans cette vidéo, on va donner un résumé de cours sur la structure d'un espace vectoriel et d'un sous-espace vectoriel. Donc, on commence par la structure d'un espace vectoriel. Et donc, un espace vectoriel est d'abord un ensemble non vide qui est muni de deux lois, d'une loi de composition interne et d'une loi de composition externe. Ça veut dire quoi? Une loi de composition interne, donc en général on le note plus, mais ça c'est juste une notation abusive. Ça veut dire que, quel que soit U et V dans E, il faut que U plus V reste dans E. On dit qu'on a défini une loi de composition interne sur E. Et une loi de composition externe signifie quoi? Signifie que une fois vous prenez un vecteur dans E et vous prenez un scalaire dans K, avec K dans notre exemple soit R soit C, donc c'est le corps des scalaires. Donc on a dit, si vous mélangez U avec lambda, il faut que le résultat reste dans. Donc la première chose à vérifier, c'est que on a une loi de composition interne et une loi de composition externe sur E. Pour que E soit un espace vectoriel avec ces deux lois, il faut qu'il vérifie 8 conditions. Donc si vous regardez, vous avez 4 conditions en général qui sont vérifiées par la première loi et vous avez 4 conditions qui sont vérifiées par la deuxième loi. Donc on commence par la première loi. Donc ici, si vous regardez, vous avez ici que la loi de composition interne est associative. Donc si je veux calculer la somme de 3 vecteurs, je peux commencer d'abord par calculer U et V et après je rajoute W, ou je calcule V et W et je rajoute U. Donc j'ai le choix ici. Donc l'important de faire la somme n'est pas important. Et que E possède un élément neutre. Donc ici, 0E. Ça veut dire, pour chaque U dans E, si je rajoute cet élément neutre-là, le résultat, ça va rester U. Et tout élément neutre, mais tout élément de E admet un symétrique. Ça veut dire, je trouve pour chaque U dans E, je peux trouver un autre V, tel que U plus V égale à 0E de E, qui est égal aussi à V plus U. En général, on note V par moins U. Et la loi de composition interne est commutative. Ça veut dire, pour faire la somme de U plus V, c'est exactement V plus U. Et ici, vous avez 4 autres conditions qui portent sur la deuxième loi. Donc là, vous avez remarqué que ici, pour calculer alpha fois bêta fois U, je peux faire alpha fois bêta et après je fais fois U et ainsi de suite. Mais l'important ici, c'est aussi, vous avez la 8e condition, le 1 que vous avez ici en fait, c'est le 1 de K. C'est soit de 1 de R, soit de 1 de C. Voilà, on a regardé c'est quoi une loi, un espace vectoriel. Donc, on va donner les structures classiques des espaces vectoriels et dans lesquels on va travailler dans toute cette série de vidéos. Donc, je vais les représenter en 3 catégories. Donc, le premier espace vectoriel classique, c'est Rn. Donc, on le munit avec la somme usuelle et la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Ça est un R espace vectoriel. La deuxième structure classique d'un espace vectoriel, c'est l'espace des fonctions qui sont données d'un ensemble d'intervalles I dans R, qu'on le munit avec l'addition de deux fonctions et multiplie une fonction par un scalaire. Cette structure-là est un R espace vectoriel. Après, on va voir comment on va définir
à la somme sur chaque ensemble. Après, la troisième structure, c'est R de X, c'est l'espace des polynômes. Donc, si on unit cet espace avec l'addition de deux polynômes et multiplie un polynôme par un scalaire, on obtient la structure d'un espace vectoriel. Ici, bien évidemment, I, c'est un ensemble de R. Très bien. Si vous regardez ici, j'ai utilisé les mêmes notations pour la loi de composition interne et la loi de composition externe pour les trois ensembles. Donc, très bien. Mais en fait, il ne s'agit pas de la même addition et la même multiplication. Donc, comment on a défini la loi de composition interne sur Rn et la loi de composition externe sur Rn? C'est comme ceci. Donc, on a défini la loi de composition externe, interne de la façon suivante. Donc, quel que soit x égale à x1, xn appartenant à Rn, quel que soit y égale à y1, yn appartenant à Rn, on a défini x plus y, donc on fait la somme composante par composante. Et on a défini la loi de composition externe de la façon suivante. Donc, quel que soit x égale à x1 jusqu'à xn appartenant à Rn, quel que soit lambda appartenant à R, donc on a défini la loi de composition externe de la façon suivante. Lambda fois U égale à lambda x1 et lambda x1. Pourquoi on a une loi de composition interne sur Rn? Parce que regardez, si vous prenez deux vecteurs de Rn, la somme c'est aussi un vecteur de Rn. Donc je peux noter ça grand x1 jusqu'à grand x1. Et donc le résultat appartient bien à Rn. Et de la même façon, si vous multipliez lambda par U, donc là, le résultat est un vecteur dans Rn. Avec ces deux lois que je viens de définir, Rn devient un espace vectoriel. Et donc, si vous changez ces deux lois, bien évidemment, on pourra ne pas obtenir la structure d'un espace vectoriel. Et donc là, avec ces deux lois que je viens de définir, on a la structure d'un espace vectoriel. Très bien. De la même façon, comment on va définir ici la somme de deux fonctions? Donc, si vous avez regardé ici, un vecteur de Rn est connu par ses composantes. Donc, ici, pour les fonctions, ils sont connus par leurs images. Et donc, quel que soit f, g, dans f et r, quel que soit lambda appartenant à r, on a défini que quel que soit x dans R, on a défini f plus g. Regardez ici, c'est la somme de deux vecteurs de f. Donc f plus gx égale à f de x plus g de x. Regardez, ici, vous avez deux sommes. En fait, la somme que vous avez ici, c'est la loi de composition interne. Et la somme que vous avez ici, c'est la somme dans R, parce que f de x est dans R et g de x est dans R. Et de la même façon, on va définir lambda fois f de x égale à lambda f de x. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis le point ici parce que lambda est un réel et f de x est un réel. Donc c'est le produit dans R. Par contre, ici, le produit, c'est le produit dans l'espace vectoriel. C'est lambda fois f fois le vecteur. Et de la même façon, on va définir les deux lois sur R de x pour qu'il devienne un espace vectoriel. Donc, ici, quel que soit P, par exemple, égale à la somme de I égale à 0 jusqu'à N à I, xi appartient à R de x. Quel que soit Q égale à la somme de I égale à 0 jusqu'à N bi xi appartenant à R de x.
quel que soit lambda appartenant à R, on a défini les deux lois comme ceci. Donc là, on a défini que P plus Q n'est autre que la somme de I égale à 0. Mais évidemment, si vous faites la somme, vous allez aller jusqu'à le maximum de M et N. 2AI plus BI, XI. Et vous avez remarqué que le résultat est un polynôme. Et lambda fois P, c'est la somme de I égale à 0 jusqu'à N, lambda A I fois XI. Et donc, avec ces deux lois que je viens de définir, donc la loi de composition interne et la loi de composition externe que je viens de définir, R de X devient un espace vectoriel. Et donc, à partir de cette vidéo, on a le droit d'utiliser le fait que Rn muni avec ces deux lois est un espace vectoriel, F et R muni avec ces deux lois est un espace vectoriel, et R de X muni de ces deux lois est un espace vectoriel. Ça veut dire quoi un espace vectoriel? Ça veut dire ces trois structures que je viens de définir vérifient les 8 conditions que vous avez ici. Très bien. Maintenant, on a compris c'est quoi un espace vectoriel. On va passer à définir c'est quoi un sous-espace vectoriel. Et on va voir c'est quoi l'utilité de définir un sous-espace vectoriel. Donc, deux sous-espaces vectoriels. Très bien. Donc, ici, pour définir un sous-espace vectoriel, on a besoin d'un espace vectoriel. Donc, on suppose qu'on a déjà E, c'est un K, espace vectoriel. Avec K, c'est R ou aussi. Et vous avez F, c'est un sous-ensemble de E. Donc, très bien. On a deux définitions, ou encore deux équivalences. Donc, F est un sous-espace vectoriel de E. Si et seulement si, vous avez deux choses. La première chose, on vérifie que F est différent de l'ensemble vide. Et deux, F muni avec les lois de son père qui est E devient aussi un cas espace vectoriel. Ça veut dire, donc regardez, je répète, donc si vous avez E un cas espace vectoriel et vous avez F un sous-ensemble de E. Et donc F devient un sous-espace vectoriel de E si F d'abord il est en vide et F muni avec des lois de son père, donc il a hérité les deux lois de son père, et il devient aussi un espace vectoriel. Ça veut dire qu'il vérifie les 8 conditions que je viens de citer ici. Et donc si vous arrivez à démontrer que F vérifie les 8 conditions d'un espace vectoriel, donc on dit qu'on a un sous-espace vectoriel. Autrement dit, un sous-espace vectoriel, s'il hérite les mêmes lois de son père, il devient aussi un pair. Il devient un espace vectoriel. Ou encore, pour éviter de vérifier les 8 conditions, on démontre tout simplement que ceci est équivalent à démontrer que F est différent de l'ensemble vide et vous avez deux autres conditions. Donc, la stabilité, donc quel que soit U, V appartenant à F, quel que soit lambda appartenant à K, on associe. Il faut que U plus V appartient à F et lambda U appartient à F. Ça veut dire, autrement dit, on démontre qu'on a la stabilité par les lois de son père. Donc, on parle de la stabilité. Très bien. En général, comment on démontre que F est différent de l'ensemble vide? En général, on essaye de voir est-ce que le 0 de E appartient à F. On pose la question. Si oui, on passe à la stabilité. Sinon, on s'arrête. F ne sera jamais un sous-espace vectoriel de E. Pourquoi? Parce que il faut se rappeler de ceci. Donc, si vous avez F
un sous-espace vectoriel de E, ceci implique nécessairement que le 0 de E appartient à F. Sinon, F ne sera jamais un sous-espace vectoriel. Par exemple, donc supposons que ça c'est notre espace, un espace vectoriel E, et vous avez le 0 de E ici, et vous avez F ici par exemple, et vous avez J ici. Donc là, vous avez J un sous-ensemble, et F un sous-ensemble de E. Et donc, le G que vous avez ici ne sera jamais un sous-espace vectoriel de E. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher la stabilité parce qu'il ne contient pas le 0 de E. Par contre, F, ici, il contient le 0 de E. Donc, ici, il faut aller vérifier est-ce qu'on a la stabilité ou non. Si on a la stabilité, F devient un sous-espace vectoriel. Sinon, il ne sera jamais un sous-espace vectoriel de E. Donc, on va essayer de faire des exemples pour comprendre c'est quoi, comment démontrer qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel. Donc, l'exemple 1. Donc, on va prendre F égale à l'espace ou encore l'ensemble des vecteurs x, y, z qui ont 3 composantes. C'est l'ensemble des vecteurs qui ont dans R3, tel que la première composante plus la deuxième moins la troisième égale à 0. Et bien évidemment, F il est déjà dans R3. Pourquoi? Parce qu'il contient les vecteurs de 3 composantes. Donc, il contient tous les vecteurs qui s'écrivent, qui ont 3 composantes, mais on a une condition. C'est que la première composante plus la deuxième moins la troisième est égale à 0. La question, c'est de démontrer est-ce que F est un sous-espace vectoriel de R3. C'est ça ma question. Donc, comment je vais démontrer ça? La réponse est plus simple, donc je reviens à la définition. Donc la première chose, le premier test à faire, c'est voir est-ce que F est différent de l'ensemble vide. Donc là, je vais utiliser cette définition. Donc, comme on avait dit, donc pour faire le test, donc on va voir est-ce que le 0 de E appartient à F. Donc ici, bien évidemment, vous avez E égale à R3. C'est quoi le 0 de E ici? Le 0 de E égale à 0 de R3 égale à 0, 0, 0. Donc la première composante égale à 0, la deuxième égale à 0, la troisième égale à 0. Bien évidemment, ça appartient à F. Car, d'abord, le 0 de R3 contient 3 composantes. C'est exactement comme dans F. Et la première composante, regardez, vous avez x, donc 0, plus 0, moins 0, égale à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc, on a démontré que f est différent de l'ensemble V. Très bien. Maintenant, il faut voir est-ce qu'on a la stabilité. Donc, comment on va démontrer ça? Donc, regardez, on a quel que soit. Toujours, si vous voulez démontrer quel que soit, il faut commencer par soit. Donc, soit UV appartient à F, deux vecteurs de F. Donc, on prend deux vecteurs de F. Et lambda appartient à F. C'est quoi ma question maintenant? Ma question, pour démontrer que F est un sous-espace vectoriel, il faut voir est-ce que U plus V appartient à F et est-ce que lambda U appartient aussi à F. Donc, toute la question revient à ceci. Parce qu'on doit démontrer que pour chaque UV dans F, quel que soit lambda dans K, il faut que la somme reste dans F et lambda fois U reste dans F. Si vous avez remarqué, c'est que j'ai besoin de calculer U plus V et de calculer lambda fois U. Très bien. Donc, je reviens. Donc, toujours, si vous écrivez soit, il faut revenir après
vers cette phrase-là. C'est cette phrase-là qui va vous donner les données à utiliser. Ça signifie quoi que U dans F? Ça signifie tout simplement que U, il a 3 composantes. Regardez la définition de F. F, c'est l'ensemble des vecteurs qui ont 3 composantes, telles que la première composante plus la deuxième composante moins la troisième égale à 0. Et donc, U appartient à F signifie quoi? Signifie que U, il a 3 composantes d'abord, telles que X plus Y moins Z égale à 0. Et là, de la même façon, puisque V est dans F, V, il a aussi 3 composantes. Mais on ne va pas écrire X, Y, Z, parce que X, Y, Z sont donnés pour U. Donc, on va écrire ici X', Y', Z', tel que X' plus Y' plus Z' égale à 0. Très bien. Maintenant, je suis capable de calculer la U plus V et lambda U. Donc, on va calculer maintenant U plus V. Donc, U plus V, regardez comment on a défini la somme de deux vecteurs dans Rn. Donc, on fait la somme composante par composante, c'est x1 plus y1 jusqu'à x1 plus yn. Donc, ici, U plus V, on va le faire composante plus composante. On aura x plus x', virgule, y plus y', virgule, et z plus z'. Et de la même façon, on va définir lambda fois U. Donc, il sera lambda x, lambda y et lambda z. Et donc, comment je vérifie que U plus V appartient à F? Donc, je reviens à la définition de F. Donc, déjà, je remarque que U plus V appartient à R3. Pourquoi? Parce qu'il a 3 composantes. Si vous notez ça, grand X, et ça, grand Y, et ça, grand Z, vous avez remarqué que lambda U plus V, il a 3 composantes. Et donc, pour que U plus V devienne dans F, il faut vérifier est-ce que X moins Y plus Z, il faut vérifier que X moins Y plus Z égale à 0. Donc, si vous démontrez, et de la même façon ici, il faut démontrer que lambda X plus lambda Y moins lambda Z égale à 0. Si vous démontrez ces deux propriétés, vous avez démontré que U plus V est dans F et lambda U est dans F. Allez-y, on va les calculer. Donc, on va calculer X plus Y. Donc, on va calculer grand X plus Y moins Z. Donc, il va devenir quoi? Il va devenir X plus X' plus Y plus Y' plus Z moins Z'. Donc, que je peux écrire aussi, c'est X plus Y moins Z. Vous avez remarqué pourquoi j'ai regroupé X et Y, Z pour pouvoir utiliser ceci. Plus X' plus Y' moins Z'. Et donc, d'après cette phrase-là, donc là, ça c'est 0 plus 0. Et ça, c'est exactement 0. Et donc, on a démontré quoi? Donc, on a démontré que U plus V appartient à F. Et de la même façon, on va calculer lambda X plus lambda. Donc, ici, on va calculer lambda X plus lambda Y moins lambda Z. Ça n'est autre que lambda facteur de X plus Y moins Z. Et ça égale à 0 parce que cette quantité-là égale à 0. Et donc, vous avez démontré que lambda U appartient à F. Très bien. Et donc, F, il est non vide et il est stable par les deux lois de son père qui est R3. Et donc, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que F est un sous-espace vectoriel de R3. Très bien. Je prends maintenant un deuxième exemple.
Donc, regardez, je vais prendre l'espace suivant. Donc, je vais prendre R2 de x. Je vais le définir. Hein. Donc, R2 de x, par exemple, c'est l'ensemble des polynômes qui sont dans R de x, tel que le degré de p inférieur ou égal à 2. C'est pas égal à 2, c'est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire quoi ça, le degré de p inférieur ou égal à 2? Ça veut dire, je peux écrire sous la forme de A0 plus A1x plus A2x au carré. Et donc, R2 de x, c'est l'espace vectoriel, c'est l'ensemble des polynômes qui sont de degré inférieur ou égal à A2. Bien évidemment, vous pouvez remarquer facilement que ça, il est dans R de x. Et c'est quoi ma question? Ma question, c'est de démontrer que R2 de x est un espace vectoriel de R de x. Donc, on va définir, on va utiliser la même technique. Donc, la première chose à faire, et on va essayer de voir est-ce que R2 de x est différent de l'ensemble vide, ou encore est-ce que le 0 de son paire, qui est R de x, appartient à R de x. Donc, c'est quoi le 0 de R de x? Le 0 de R de x n'est autre que 0. Donc, je peux l'écrire comme 0 plus 0x plus 0 de x au carré. Je peux l'écrire avec les 0 après. Et donc, ce qui est important, c'est que je peux écrire le 0 de R de x de la façon suivante. Et donc, on voit bien qu'il appartient à R2 de x. C'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 0. Et donc, le 0 de R de x, c'est le polynôme nul. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que R2 de x est différent de l'ensemble vide. Parce qu'il contient quoi? Il contient le polynôme nul. Par exemple, vous pouvez me donner un autre vecteur de R de x. Hein, pour dire, par exemple, vous pouvez prendre le polynôme 1 plus 5x plus 2x carré. Ceci appartient aussi à R2 de x. Et donc, R2 de x est différent de l'ensemble vide. Donc, on a une infinité de polynômes dans R2 de x. Très bien. Maintenant, on va démontrer la stabilité parce qu'il est différent de l'ensemble vide. Donc, de la même façon, regardez, il faut respecter la façon de rédiger la réponse. Donc, regardez, différent de l'ensemble vide. On va passer vers la stabilité. Donc, on commence par soit. Donc, soit P et Q. Tout à l'heure, on travaillait dans R3. Donc, j'ai pris 3 vecteurs dans F. Maintenant, je travaille dans les polynômes, je vais prendre deux polynômes. Donc, soit PQ appartenant à R de X et lambda dans R. Très bien. C'est quoi ma question maintenant? Ma question, c'est de démontrer est-ce que P plus Q appartient à R2 de X? Est-ce que P plus Q est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2? Et est-ce que lambda P appartient à R de x? Très bien. Donc, j'ai besoin d'abord de prendre c'est quoi P plus Q. Donc, toujours comme j'avais dit, une fois vous écrivez la question, il faut revenir vers soi, cette phrase-là. Et donc, vous avez P dans R de x. Ça signifie quoi ça? Donc, qu'est-ce que j'avais dit pour R de x? C'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc, ce sont les polynômes qui s'écrivent sous la forme A0 plus A1x plus A2 de x carré. Et donc, ça signifie que je peux écrire P sous la forme de A0 plus A1x plus A2x au carré. Et de la même façon, je vais écrire Q sous la forme de B0 plus B1x plus B2 de x carré. Maintenant, je suis capable de calculer la somme. Et donc, c'est quoi P plus Q? Donc, je vais la faire ici. Donc, P plus Q devient tout simplement A0 plus B0 plus A1 plus B1 x plus A2 plus B2 x au
au carré. Est-ce que P plus Q appartient à R2 de X? La réponse est oui. Il suffit de noter ça grand A0. Ça, c'est grand A1. Et ça, c'est grand A2. Et donc, P plus Q s'écrit comment? C'est A0 plus A1x plus A2 de x carré. Et donc, appartient à R2 de x. Parce que c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Et de la même façon, on peut définir lambda fois P. Donc, si vous calculez lambda fois P, donc c'est quoi? Donc, c'est lambda à 0 plus lambda à 1 fois x plus lambda à 2 fois x carré. Et donc, ça aussi appartient à R2 de x. Pourquoi? Parce que c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Et donc, on a démontré que la somme, elle est dans R2 de x. Et lambda P appartient aussi à R2 de x. Sachant que, quand on a déjà démontré que R2 de x est différent de l'ensemble vide, donc, on a démontré que R2 de x est un sous-espace vectoriel de R de x. Très bien. Si vous avez remarqué dans le premier transparent, on a dit que, ou le deuxième d'ailleurs, qu'un sous-espace vectoriel devient un espace vectoriel. Et donc R2 de x devient un espace vectoriel. Donc on peut généraliser ça pour chaque n, donc généralisation. Donc Rn de x, c'est quoi Rn de x? C'est l'espace, ou encore l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Ceci est un sous-espace vectoriel de R de x. Et on avait dit un sous-espace vectoriel devient un espace vectoriel. Et donc, à partir de maintenant, on a le droit de dire que Rn de x, c'est aussi un espace vectoriel sur R. Donc, regardez, je n'ai pas mis sous-espace, mais il va devenir aussi un pair, il va devenir un espace vectoriel, et ceci pour chaque R. Je donne maintenant le troisième exemple dans l'espace des fonctions. Donc, c'est l'exemple 3. Donc, je vais prendre, par exemple, h. C'est l'ensemble des fonctions qui sont définies de R dans R et qui sont paires. Ça veut dire, quel que soit x dans R, f de moins x égale à f de x. Ça, c'est l'ensemble des fonctions qui sont paires. Bien évidemment, cet espace-là, il est inclus dans f, R. Et ma question, c'est de démontrer est-ce que H est un sous-espace vectoriel de f, R. Très bien. Donc, la première chose à voir, c'est est-ce que H est différent de l'ensemble vide. Donc là, on a quoi? On a, c'est quoi le 0 de H? Le 0 de F, R. Ça, c'est exactement la fonction nulle. Ok? Donc, c'est quoi le 0 des fonctions? C'est la fonction nulle. Et la fonction nulle, c'est la seule fonction qui est paire et impaire. Et la fonction nulle, elle appartient bien à H. Parce que la fonction nulle, elle est à la fois paire et impaire. Donc, elle vérifie f de moins x égale à f de x. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que H est différent de l'ensemble. Maintenant, je suis capable d'aller chercher la stabilité. Donc, toujours, on va prendre deux vecteurs arbitraires. Donc, soit fg appartenant à H et un scalaire. Et à lambda appartient à R. Très bien. C'est quoi la question maintenant? Donc, vous avez compris
que je dois démontrer que f plus g appartient à h, c'est pas f de x, g de x, c'est f plus g, vecteur plus vecteur, appartient à h, et est-ce que lambda f appartient à h? Très bien. Une fois vous posez la question, il faut revenir où? Il faut revenir vers soi. Et donc, vous avez f, g appartient à h. Ça signifie quoi que f appartient à h? Tout simplement, signifie que, quel que soit x dans R, vous avez f de moins x égale à f de x. Regardez ici la définition de h. h, c'est l'ensemble des fonctions, telles que quel que soit x dans R, f de moins x égale à f de x. Ça veut dire que f est pair. De la même façon, g appartient à h, ça veut dire que g est pair. Donc, quel que soit x dans R, vous avez g de moins x égale à g de x. Très bien. Donc, comment je vais démontrer que f plus g appartient à h? Ça veut dire que je vais démontrer que f plus g est une fonction qui est paire. Donc, comment on va démontrer ça? Donc, quel que soit x appartient à R, on associe. Donc, je vais calculer f plus g de moins x. Et je vais voir, est-ce que f plus g est pair? Et donc, par définition, c'est quoi ça? C'est f de moins x plus g de moins x. Mais, d'après ceci, c'est quoi f de moins x? Ça n'est autre que f de x, parce que f est pair, plus g de x. Et ça n'est autre que f plus g de x. Regardez, on a démontré que f plus g de moins x n'est autre que f plus g de x. Et donc, vous avez démontré que f plus g appartient à h. De même, vous avez lambda f de x n'est autre que lambda f, désolé, on va commencer par moins x, de moins x. Or, f de moins x n'est autre que f de x. Et ça, par définition, c'est lambda f de x. Autrement dit, vous avez démontré que lambda f appartient à h. Très bien. Donc, ici, vous avez démontré que h est différent de l'ensemble V. Et vous avez démontré la stabilité. Et donc, la conclusion, c'est que H est un sous-espace vectoriel de F, R, R. On a terminé cette vidéo dans laquelle on a rappelé c'est quoi un espace vectoriel et c'est quoi un sous-espace vectoriel, et on a donné 3 exemples des sous-espaces vectoriels. Donc, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.